Imagine que tu possèdes le pouvoir d'un dieu, décider du destin de millions d'un simple geste, être servi par des armées, adoré par des foules, craint par des rois. Et maintenant, imagine renoncer à tout cela pour écrire en silence sur comment devenir une meilleure personne. C'est l'histoire de Marc Aurèle, pas la version polie des livres d'histoire, pas le buste en marbre aux yeux emplis de sagesse éternelle, mais l'homme réel, tourmenté, vulnérable, discipliné, qui choisit de penser, de ressentir et d'agir différemment dans un monde qui l'incitait à faire l'inverse. Il n'avait pas besoin d'être vertueux, il n'avait pas besoin d'être juste, il n'avait pas besoin d'être bon. Et pourtant, il le fut. Au sommet de l'Empire romain, à une époque où la cruauté était monnaie de pouvoir et où l'ego pouvait devenir loi, Marc Aurèle a emprunté un autre chemin. Un chemin que peu auraient osé suivre et que presque personne à sa place n'aurait même remarqué. Un chemin qui commençait en lui-même. Il était l'homme le plus puissant de la planète, mais lorsqu'il écrivait comme si personne ne le regardait. Comme si la seule chose qui comptait, ce n'était pas ce que les autres attendaient de lui, mais ce que lui-même attendait de lui. Et qu'écrivait-il? Des réflexions, des doutes, des conflits, de petites prières silencieuses pour l'intégrité, pas des ordres, pas des traités de guerre, pas des célébrations de la gloire de Rome, mais un journal, un miroir de papier. Ses écrits, rassemblés plus tard sous le nom de Pensée pour moi-même, n'était jamais destiné à être publié. Ce n'était pas de la propagande, c'était un combat intime contre la vanité, la peur, la colère, le désir, l'orgueil, contre tout ce qui aurait pu détourner son esprit d'un idéal plus élevé, être un être humain, rationnel et vertueux, même si cela devait tout lui coûter. Et toi, arrête-toi un instant et réfléchis. Que ferais-tu si tu avais tout le pouvoir du monde? Résisterais-tu à la tentation de te venger de chaque critique, de montrer chaque victoire, d'imposer ta vérité comme absolue? Serais-tu capable de te regarder dans un miroir et, au lieu d'être fier de ce que tu possèdes, te demander ce que tu dois encore améliorer? Marc Aurèle se posait ces questions chaque jour. Il s'interrogeait sur sa patience face aux sots, sa bienveillance envers les faibles, sa résistance à la vanité, sa capacité à écouter les conseils, même lorsqu'il ne devait théoriquement rien à personne. Et c'est là que commence le conflit qui définit non seulement sa philosophie, mais aussi son humanité. Comment garder une âme propre lorsqu'on gouverne un empire sale? Comment garder un esprit clair entouré de flatteurs, de traîtres, d'adulateurs? Comment résister à la vanité quand le monde entier applaudit tes moindres décisions, même les mauvaises? La réponse de Marc n'a pas été spectaculaire. Elle n'a pas été héroïque dans le sens habituel du terme. Elle a été disciplinée, silencieuse, philosophique. Il a choisi la lentille stoïcienne pour voir le monde, non pas tel qu'il aurait voulu qu'il soit, mais tel qu'il était réellement. Et ce choix change tout. Car le stoïcisme, pour Marc, n'était pas un système froid de pensée. C'était un art de vivre, un entraînement permanent de l'esprit contre les pièges de l'émotion impulsive, du jugement hâtif, de l'illusion de contrôle. Tandis qu'il commandait des armées et affrontait des crises, des pestes, des révoltes, des complots, des guerres, Marc écrivait pour lui-même « Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Comprends cela. Et tu trouveras la force. » La vérité, c'est que peu de dirigeants dans l'histoire ont affronté autant d'adversités avec autant de calme. Et ce calme n'était pas inné. Il était entraîné, exercé avec effort, avec erreur, avec frustration. Parce que Marc Aurèle n'était pas un saint, il était un homme. Parfois, il perdait patience. Parfois, il doutait de lui-même. Parfois, il avait envie de tout envoyer valser, d'agir comme les autres empereurs avant lui et de se laisser corrompre par le pouvoir. Mais il ne le faisait pas. Il respirait, il écrivait, il réfléchissait et il décidait à nouveau « Je ne veux pas être gouverné par mes passions ». Et c'est là, au fond, le cœur du stoïcisme. Ne pas nier la douleur mais ne pas en être esclave. Ne pas prétendre que le monde est juste, mais agir comme s'il l'était. Ne pas chercher à tout contrôler, mais apprendre à se contrôler soi-même, avec une honnêteté radicale.
Et cela crée un paradoxe fascinant. Plus Marc avait de pouvoir sur le monde, plus il cherchait à s'en libérer. Plus les voix l'admiraient, plus il cherchait le silence pour entendre sa conscience. Plus il accumulait de titres, plus il se rappelait qu'il n'était que poussière, comme tous les autres. T'es-tu déjà demandé pourquoi un homme aussi puissant écrivait des phrases comme « Bientôt tu oublieras tout » et « Bientôt tout le monde t'oubliera ». Pourquoi ? Parce que Marc Aurèle avait compris ce que beaucoup d'entre nous essaient encore d'apprendre. Le temps dévore toutes les gloires. La mémoire efface même les plus grands. La mort égalise les rois et les mendiants. Et si tout cela est vrai, alors il ne reste qu'une seule forme de grandeur véritable, celle que l'on construit à l'intérieur. Mais comment atteindre cette grandeur intérieure? Comment forger un esprit rationnel dans un monde chaotique? Comment agir avec justice quand il est si facile d'être indifférent? Ce sont ces questions que Marc Aurèle cherchait à résoudre dans les pages de son carnet. Et ce sont ces mêmes questions que toi aussi, tu peux commencer à affronter, pas en théorie, mais en pratique. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 5 leçons les plus puissantes de Marc Aurèle pour développer un esprit rationnel, calme et résilient. Des leçons qui ont résisté au temps, parce qu'elles parlent de ce qui ne change jamais, la lutte intérieure de chaque être humain entre l'impulsion et la raison, entre la peur et le courage, entre le confort et la vertu. Mais avant de continuer, arrête-toi un instant et demande-toi, est-ce toi qui contrôle ton esprit, ou est-ce lui qui te contrôle? Est-ce toi qui guide tes pensées, ou es-tu mené par elles comme un bateau à la dérive? Serais-tu capable de rester intègre, même si personne ne te regardait? Voilà les vraies questions du pouvoir. Pas le pouvoir d'un trône, mais le pouvoir d'un caractère. Et si Marc Aurèle, avec le poids d'un empire sur les épaules, a pu faire de ces questions le cap de sa vie, qu'est-ce qui t'empêche, toi, de faire de même maintenant? Imagine que, ce matin, tu te réveilles en retard. Le réveil n'a pas sonné. Ou peut-être que tu l'as ignoré sans t'en rendre compte. Tu te lèves en sursaut, tu trébuches sur tes propres chaussures, tu renverses ton café sur ta chemise et tu découvres que la circulation est un cauchemar. Quand enfin tu arrives au travail, ton supérieur te lance un regard de reproche. Agacé, tu murmures « Cette journée est fichue ». Mais attends une seconde, est-ce vraiment la journée qui est fichue? Ou est-ce ta perception qui a décidé qu'elle était perdue avant même d'avoir commencé? Marc Aurèle disait « Ne choisis pas de te sentir offensé, et tu ne le seras pas. Ne te sens pas blessé, et tu ne l'es pas. » Ce n'est pas une simple citation à effet, c'est une invitation à la liberté. Un rappel brutal que la manière dont tu interprètes la réalité a plus d'impact sur toi que la réalité elle-même. On nous a tous appris à réagir. Réagir à la circulation, à ce que pensent les autres, à ce qui est beau, laid, injuste, agaçant. On passe notre temps à étiqueter chaque événement, chaque personne, chaque sensation. On dit que la journée était horrible, que le film était une perte de temps, que tel individu est insupportable, que la vie est injuste. Et on ne remarque même pas que chacun de ces jugements est une cellule que l'on construit autour de nous. Combien de fois as-tu accordé trop d'importance émotionnelle à une situation qui, avec un peu de recul, n'en méritait pas autant? Un message vu, mais sans réponse. Une remarque déplacée. Un silence dans un groupe WhatsApp. Un regard de travers dans l'ascenseur. La vérité, c'est que ton esprit juge en permanence, et il le fait à partir de tes émotions du moment, de tes blessures anciennes, de tes attentes irréalistes. Tu ne vois pas le monde tel qu'il est. Tu le vois tel que tu es. Et c'est pour ça que former sa perception n'est pas un luxe. C'est une nécessité pour survivre émotionnellement. Pense à un jour banal où tout a mal tourné. Tu as été ignoré, rejeté, annulé. Quelqu'un t'a blessé avec ses paroles. Rien ne s'est passé comme prévu. Et tu conclus, la vie est nulle. Mais est-ce vraiment la vie qui t'a trahi ou toi qui as choisi de voir les événements à travers un prisme déformant? Les stoïciens savaient que le monde est imprévisible. Les gens font des erreurs. Les choses échappent au contrôle.
La nature est indifférente à nos désirs. Mais ce qui doit être fiable, c'est ta manière de regarder les choses. Ta perception, c'est une lentille. Tu peux la nettoyer, la tordre, la changer. Et si elle est salie par la colère, la peur ou la frustration, tout le reste semblera flou aussi. Marc Aurèle, empereur de Rome, affrontait chaque jour des trahisons, des guerres, des épidémies, la misère, la violence. Mais dans ses écrits, il ne s'apitoyait pas sur la cruauté du monde. Il parlait de lui-même, de comment devenir moins impulsif, plus juste, plus serein. Parce qu'il avait compris, tu n'as pas besoin de juger tout ce qui se passe. En réalité, tu peux même te libérer de tes jugements. C'est ça, la pratique stoïcienne. Regarder au-delà de la première impression. La personne qui t'a coupé la route n'est pas forcément un abruti. Peut-être qu'elle conduit en urgence vers l'hôpital. Ton ami n'a pas répondu à ton message. Peut-être qu'elle vit une douleur que tu ignores. Cette réunion ratée, peut-être qu'elle n'était qu'un brouillon avant quelque chose de mieux. Quand tu changes ta lentille, quand tu reformules, tout change. Tu veux un exemple réel? Imagine que tu vas à une fête. Là-bas, personne ne te prête attention. Tu ne connectes avec personne. Tu rentres chez toi en te disant « C'était nul, j'ai perdu mon temps ». Mais, et si tu avais vu la chose autrement? Et si, au lieu de penser que c'était nul, tu te disais que c'était une soirée où tu as exploré un nouveau lieu, que tu as eu le courage d'y aller seul, que tu as observé des comportements humains, que tu as testé tes propres limites sociales? Même dans la solitude, cela aurait pu être une victoire intérieure. Tout est une question de point de vue. Et le point de vue, ça se travaille. Les stoïciens appelaient ça « inverser l'obstacle ». Un entraînement mental où chaque problème, chaque contrariété, chaque défaite apparente est une opportunité de croissance. Par exemple, tu travailles avec un collègue qui fait des erreurs et ralentit tout. C'est frustrant, mais et si c'était une occasion d'exercer ta patience, de devenir un meilleur mentor, d'apprendre à collaborer avec des personnalités différentes? Marc Aurèle écrivait « L'obstacle à l'action fait progresser l'action. Ce qui bloque le chemin devient le chemin. » Ce n'est pas de l'optimisme naïf, c'est de la maturité lucide. C'est arrêter d'espérer que le monde se plie à ta volonté et commencer à plier ta volonté pour composer avec le monde. Et ça vaut pour tout. Une trahison peut être la fin d'une illusion et le début d'un amour de soi plus solide. Une perte d'emploi peut être le coup de pouce qui te manquait pour te réinventer. Une critique injuste peut être le signal qu'il reste à travailler ton humilité ou ta sécurité intérieure. Maintenant réfléchis, combien de fois ces derniers mois as-tu réagi avec impulsivité? Combien de fois as-tu porté un jugement définitif sur quelque chose qui, avec un peu plus de recul, aurait pu avoir un autre sens? Combien de fois t'es-tu senti blessé par des choses qui ne t'ont fait mal que parce que tu l'as permis? C'est là le point central. Tu as plus de pouvoir que tu ne crois. Tu ne contrôles pas les faits, mais tu contrôles l'interprétation que tu en fais. Et cette interprétation détermine tes émotions, tes souvenirs, tes relations, tes décisions. Imagine ta vie si tu choisissais de penser autrement. Si chaque frustration devenait un exercice, si chaque erreur apparente devenait une leçon, si chaque critique devenait une opportunité d'introspection, si chaque faute des autres révélait une faiblesse à fortifier en toi-même. C'est ça, la vraie liberté. Pas faire tout ce que tu veux, mais ne pas être esclave de ce qui t'arrive. Souviens-toi de la dernière fois où tu as été blessé. Replonge dans cette scène et demande-toi, était-ce vraiment si grave? Ou est-ce mon esprit qui a tout amplifié? Ai-je vu la situation telle qu'elle était ou à travers le prisme de mes émotions? L'esprit humain adore exagérer. Il transforme les critiques en attaques, les silences en rejet, les frustrations en défaites. Mais tu n'es pas obligé de vivre sous l'emprise de ces distorsions. Tu peux commencer maintenant, pas demain, pas après la prochaine crise, maintenant. La prochaine fois que quelque chose te dérange, arrête-toi, respire, observe et demande-toi: est-ce que je vois cela avec clarté? Est-ce que je juge à partir d'une émotion ou d'une réflexion?
Existe-t-il une manière plus utile ou plus constructive de voir la situation? Cet entraînement, répété, patient, imparfait, forme une perception stoïcienne, pas naïve, mais aiguisée, pas froide, mais éveillée. Et quand tu maîtrises l'art d'interpréter, tu n'as plus besoin de l'humeur des autres, ni des circonstances extérieures, ni des validations sociales pour être en paix. Tu crées ta paix, et personne ne peut te la voler. Marc Aurèle vivait au cœur du chaos, des conflits et des contradictions. Mais son esprit devenait jour après jour un territoire d'ordre, de lucidité et de but. Et tout commençait ici, par le regard, par le choix délibéré de voir le monde avec plus de clarté que de manque, avec plus de raison que de jugement, avec plus de compassion que d'ego. Alors, dis-moi, es-tu prêt à entraîner ta perception, pas comme une habitude, mais comme un mode de vie? Commence par un geste simple, revis ta journée d'aujourd'hui. Choisis un événement à réinterpréter. Peu importe s'il est petit ou marquant, choisis-en un, puis écris, médite, réfléchis, et remarque à quel point tout change quand tu changes de regard. Si cette réflexion t'a touché, si elle t'a fait penser autrement, si elle a éveillé quelque chose en toi, ne laisse pas ça se dissoudre. Profite de ce moment de clarté. Clique sur « J'aime », abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Ainsi, tu ne fais pas que soutenir ce travail, tu t'assures aussi de recevoir d'autres contenus profonds, concrets et transformateurs. Parce qu'au fond, comprendre la philosophie ne suffit pas. Il faut la vivre. Et la transformation commence par le regard. Imagine-toi au beau milieu d'une tempête en pleine mer. Le vent déchire les voiles, les vagues menacent de chavirer le bateau, le ciel s'assombrit sans prévenir. Tu paniques, essaies de contrôler l'océan, cries vers le ciel, implores une accalmie. Mais rien ne change. Maintenant, imagine qu'au lieu de cela, tu relâches les cordes, tu t'accroupis, tu respires profondément et tu te concentres sur ce que tu peux vraiment tenir entre tes mains, la barre. Laquelle de ces deux versions de toi survit? C'est là l'essence de ce que Marc Aurèle appelait la liberté intérieure. Il ne s'agit pas de changer le monde. Il s'agit d'apprendre, une bonne fois pour toutes, ce qui t'appartient et ce qui ne t'a jamais appartenu. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. Cette phrase est simple, mais l'as-tu vraiment comprise au fond? Faisons un test. Contrôles-tu ce que les autres pensent de toi? Contrôles-tu s'il va pleuvoir le jour de ton mariage? Contrôles-tu si l'entreprise dans laquelle tu travailles va faire faillite dans 6 mois? Non, mais tu contrôles ta réaction lorsque quelqu'un te juge injustement. Tu contrôles si tu continues de ramer, même sous la tempête. Tu contrôles ce que tu apprends de la perte et comment tu te réinventes. Alors pourquoi, jour après jour, la plupart de tes préoccupations portent-elles précisément sur ce que tu ne contrôles pas? Cela semble irrationnel, n'est-ce pas? Parce que ça l'est, et pourtant, on le fait tous, tout le temps. As-tu déjà perdu le sommeil à cause de quelque chose que tu ne pouvais pas changer? Ressasser une conversation passée en souhaitant avoir dit autre chose? Imaginer 1000 scénarios futurs, tous catastrophiques, et ressenti une paralysie intérieure? Oui, tu n'es pas seul. Mais tu es, comme le disait Marc Aurèle, en train de perdre ta seule vraie liberté, le contrôle de ton esprit. Le stoïcisme propose une distinction tranchée. Il y a ce qui dépend de toi, et tout le reste. Et plus tôt tu acceptes cette séparation, plus légère et plus lucide sera ta vie. Maintenant, voici la question qui te force à t'arrêter et réfléchir. Combien de drames dans ta vie sont nés de la volonté de contrôler l'incontrôlable? Tu t'es disputé parce que quelqu'un n'a pas répondu à tes attentes. Tu as été frustré parce que la vie n'a pas suivi le scénario que tu avais écrit en silence. Tu t'es figé parce que la peur t'a convaincu qu'il fallait une garantie de réussite avant même de faire le premier pas. Mais, et si tu n'avais pas besoin de tout contrôler? Et si tu apprenais plutôt à avancer avec clarté dans ce qui est possible et à lâcher prise sur ce qui ne l'a jamais été? Cette pratique a un nom, la dichotomie du contrôle. C'est l'un des piliers les plus importants de la philosophie stoïcienne.
est sans doute l'une des vérités les plus libératrices que tu puisses vivre. Mais attention, cela ne veut pas dire passivité. Accepter ce que tu ne contrôles pas ne veut pas dire abandonner. Cela veut dire rediriger ta force au bon endroit. Tu ne contrôles pas si tu seras promu, mais tu contrôles ton engagement et ta discipline. Tu ne contrôles pas si la personne que tu aimes restera, mais tu contrôles la façon dont tu aimes. Tu ne contrôles pas le chaos dans le monde, mais tu contrôles si tu contribues à ce chaos ou si tu y opposes de l'ordre. Tu vois la différence? Alors réponds-moi, souhaites-tu gaspiller ton énergie à lutter contre des murs ou veux-tu apprendre à ouvrir des portes avec ce que tu as déjà en main? Il existe un concept puissant dans cette logique stoïcienne, amor fati, l'amour du destin. Pas juste accepter, pas juste tolérer, mais aimer ce que la vie apporte. Aimer la difficulté car elle forge. Aimer le refus car il révèle la vraie voie. Aimer la perte car elle arrache ce qui est illusoire. Mais comment faire cela sans passer pour un optimiste naïf ou un martyr résigné? La réponse tient dans une simple inversion. Tu ne vis pas pour contrôler les résultats. Tu vis pour te perfectionner à travers tous les résultats. C'est cela, le véritable succès stoïcien. Imagine quelqu'un qui s'est préparé pendant des années à un concours, mais qui échoue. La majorité dira « il a raté ». Mais le stoïcien demande « as-tu été discipliné tout au long du parcours? As-tu appris quelque chose sur toi? Es-tu devenu meilleur grâce à cette expérience? Si la réponse est oui, alors tu as gagné, même sans le titre, même sans les applaudissements. Parce que le stoïcien mesure la réussite à l'intérieur, jamais à l'extérieur. Et cela change tout. Tu cesses d'être esclave de la reconnaissance. Tu cesses d'être otage de l'approbation. Tu cesses d'attendre que le monde t'apporte une validation. Maintenant, réfléchis. Et si tu vivais comme si rien n'était garanti, mais que tout était une opportunité d'évolution, combien de souffrances inutiles s'effondreraient? Tu ne t'effondrerais pas en cas de rejet. Tu comprendrais simplement que ce chemin n'était pas le tien. Tu ne te détruirais pas dans la comparaison. Tu te rappellerais que chacun joue un jeu différent. Tu ne dépendrais plus de la chance, car tu saurais que ton rôle est de jouer avec les cartes que tu as. Et voici la surprise. Très souvent, c'est quand tu lâches le contrôle que tu commences enfin à avoir du vrai pouvoir. Car celui qui cherche à tout contrôler vit en tension. Celui qui apprend à lâcher prise vit en paix. Et celui qui vit en paix voit avec plus de clarté ce qui compte vraiment. Alors, regarde ta vie aujourd'hui. Quelles sont les choses que tu t'acharnes à contrôler de force? L'opinion des autres, le timing des événements, l'absence de douleur, la certitude absolue avant d'agir? Regarde bien, tout cela est hors de ton contrôle. Mais il y a une chose qui est pleinement sous ton contrôle, le choix de continuer ou de changer de perspective maintenant. Ce choix, simple, silencieux, intime, c'est là que commence ta liberté. Et si tu doutes encore de sa puissance, fais cet exercice final. Ferme les yeux un instant et demande-toi si tout ce que tu avais prévu échouait demain. Que resterait-il de toi? Ta réponse définit ce qui est essentiel. Et ce qui est essentiel, tu peux commencer à le cultiver dès maintenant. Et si aujourd'hui tout s'effondrait, si tu perdais ton travail, étais trahi, recevais un diagnostic grave ou simplement te réveillais sans plus savoir qui tu es, qu'est-ce qui te tiendrait encore debout? Ce n'est pas une question hypothétique, c'est une prévision. Parce que tôt ou tard, la vie va te tester. Elle va t'enlever les béquilles que tu as construites, le statut, les likes, les compliments, l'argent, la routine confortable. Et quand tout cela disparaîtra, que restera-t-il? Marc Aurèle avait une réponse, et il l'appelait la vertu. Mais attention, ne confonds pas cela avec du moralisme. La vertu, pour les stoïciens, ce n'était pas paraître bon, mais être fort à l'intérieur. C'était le fondement invisible qui soutient qui tu es, lorsque le monde te tourne le dos. C'est ce qui reste quand tout s'en va. Et que tu arrives encore à agir avec droiture. Pour les stoïciens, il existait 4 vertus essentielles.
4 forces silencieuses qui, si elles sont cultivées, transforment ta façon de penser, de décider, de vivre. Mais avant de parler de chacune, faisons une pause, parce qu'il y a ici un premier conflit caché. Tu vis à une époque qui t'éduque à faire exactement l'inverse de chacune de ces vertus. Alors que la sagesse demande de la réflexion, le monde te pousse à la précipitation. Alors que la justice exige de l'empathie, on t'encourage à te protéger toi-même. Alors que le courage réclame l'action face à la peur, tout autour de toi t'invite à fuir. Alors que la tempérance propose l'équilibre, l'algorithme te sert de l'excès. Ne te méprends donc pas. Pratiquer les vertus stoïciennes aujourd'hui est un acte de rébellion silencieuse. Et comme tout vrai rebelle, il te faudra du courage pour aller à contre-courant. La première vertu est la sagesse, pas celle des livres, pas celle des diplômes, mais une sagesse pratique taillée dans la chair de l'expérience. C'est la capacité à distinguer ce qui est bon, ce qui est mauvais et ce qui est indifférent. C'est savoir que ce qui paraît agréable est parfois un piège, et que ce qui paraît douloureux peut être une opportunité de croissance. Pense à toutes les fois où tu as agi par impulsion et que tu l'as regretté après. Cette réponse sèche, cette décision prise trop vite, cette relation que tu as gardée par peur d'être seul, Et si, à ce moment-là, tu avais fait un pas en arrière, si tu avais respiré, observé, agi avec clarté et non avec précipitation, la sagesse t'offre cet espace. C'est la voix qui dit « Attends, vois clair avant d'agir ». Mais voici le conflit caché. Peux-tu supporter le silence qui précède la sagesse, ou as-tu besoin du vacarme du monde pour te sentir vivant? Parce que la sagesse exige le silence intérieur, et cela, aujourd'hui, est plus rare que l'or. La deuxième vertu est la justice, pas celle du tribunal, mais celle que tu pratiques quand personne ne regarde. La justice de rendre la monnaie en trop, d'écouter sans juger, de céder la raison en voyant que l'autre porte une douleur que tu ne vois pas. Marc Aurèle disait que la justice est la vertu sociale par excellence, parce que nul ne vit seul. Et chaque acte juste est un rappel que le monde ne tourne pas autour de toi. Mais voici la question dérangeante. Combien de fois, ce dernier mois, as-tu été injuste, juste pour te protéger? Combien de fois as-tu rabaissé quelqu'un pour ne pas te sentir petit? Combien de fois as-tu ignoré un besoin réel parce que tu étais absorbé par tes urgences? La justice stoïcienne n'est pas performative, elle est incorruptible. C'est la boussole qui te guide, même lorsque le raccourci semble plus facile. Même quand faire ce qui est juste coûte du temps, de l'orgueil ou de l'argent. La troisième vertu est le courage. Mais ici, le courage n'est pas l'absence de peur, c'est l'action malgré la peur. C'est dire « oui, j'ai peur, mais j'avance quand même ». Le courage, c'est se lever quand la tristesse pèse comme du béton. C'est reconnaître qu'on s'est trompé. C'est changer de direction. C'est mettre fin à ce qui ne te respecte plus. C'est commencer à zéro, sans garantie. Le stoïcien n'attend pas de se sentir prêt. Il agit et c'est dans le mouvement que naît la confiance. Et voici le frottement. Est-ce que tu attends de te sentir en sécurité pour agir? Parce que si c'est le cas, il se peut que le bon moment ne vienne jamais. Le stoïcisme te force à admettre, la vie n'attendra pas que tu sois à l'aise. Et si tu n'agis pas avec la peur, tu regretteras avec amertume. Le courage, au fond, c'est refuser que la peur tienne le gouvernail de ton navire. Enfin, la quatrième vertu, la tempérance. Et c'est peut-être la plus difficile aujourd'hui. La tempérance, c'est la modération, le maîtrise de soi. C'est savoir quand s'arrêter, même quand le plaisir t'invite à continuer. C'est dire stop avant l'excès. C'est ne pas sombrer dans le besoin d'avoir raison. C'est fermer l'application avant que la dopamine ne te contrôle. Le monde moderne est une attaque directe contre la tempérance. Défilement infini, consommation impulsive, dispute en majuscule, divertissement sans fin. Mais ce que personne ne te dit, c'est que l'excès tue la magie. Le plaisir constant abrutit, la gratification immédiate affaiblit l'âme. La tempérance, c'est de la résistance. C'est choisir la pause, la limite. La marge, c'est dire non, pas à l'autre, mais à toi-même.
Et voici la question qui brûle. As-tu la discipline de te dire non? Ou es-tu en train de te saboter avec un éternel « encore un peu » ? Les 4 vertus stoïciennes ne sont pas des idées, ce sont des outils, des muscles moraux, l'architecture de l'âme qui tient debout quand tout vacille dehors. Et crois-moi, le monde va vaciller. Tu as donc 2 choix. Ou bien tu réagis à chaque instabilité dans la panique, en espérant qu'un facteur extérieur te sauve. Ou bien tu commences aujourd'hui à construire ton château intérieur de vertu. Et non, cela ne se fait pas en un jour, mais cela commence par une décision. La décision de ne plus être comme tout le monde, de garder ta clarté quand les autres crient, d'être juste quand juger serait plus simple, d'être courageux quand la peur serre le cœur, de te contenir quand le monde dit « lâche-toi ». Cette décision, c'est la naissance du vrai pouvoir. Pas celui qu'on expose, mais celui qui te soutient en silence. Et ce qui est fascinant, c'est que lorsque tu vis ainsi, fondé sur les vertus, quelque chose d'étrange se produit. Tu ne te reconnais plus dans la personne que tu étais. Les vieilles réactions perdent leur force. Les anciennes failles s'éteignent. Le besoin d'approbation cède la place à la sérénité d'être fidèle à toi-même. Tu deviens quelqu'un de fiable pour toi-même. Et ça n'a pas de prix. Marc Aurèle, même au sommet du pouvoir, ne se faisait pas d'illusions. Il savait que les applaudissements s'éteignent, que les statues tombent, que les victoires vieillissent. Mais il savait aussi ceci: creuse profondément à l'intérieur de toi. Il y a une source de bonté prête à jaillir si tu continues à creuser. Et toi, es-tu prêt à creuser? As-tu déjà essayé de faire un puzzle avec les pièces retournées face cachée? Tu vois des formes, des bouts qui pourraient s'assembler, mais rien n'a de sens. C'est seulement lorsque tu retournes les pièces, peu à peu, et que l'image commence à apparaître, que tout s'aligne. La vie fonctionne de la même manière quand tu refuses de la regarder dans son ensemble. Tu ne vois que des fragments, la critique du patron, la trahison d'un ami, la promotion qui n'est jamais arrivée, le silence de celui ou celle que tu aimes, et chaque fragment isolé semble être la fin du monde. Mais lorsque tu apprends à prendre du recul, à élever ton regard, à élargir ta conscience, tu comprends que ce qui paraissait être la fin n'était qu'un tournant sur la route, et que la route, elle, est encore longue. Marc Aurèle disait: chaque fois que tu veux parler des gens ou de la vie, il vaut mieux le faire avec une vue d'en haut, une vue panoramique, comme si tu regardais depuis une montagne, tout d'un seul coup. Cette idée peut sembler simple à première vue, mais elle porte en elle un changement de perspective si profond que si elle est réellement appliquée, elle peut reconfigurer entièrement ta manière d'exister. Parce que ce qui nous ronge, la plupart du temps, ce n'est pas la vie. C'est la myopie avec laquelle on la regarde. Réfléchis, combien de fois as-tu souffert intensément pour quelque chose qui, quelques semaines ou quelques mois plus tard, t'a semblé insignifiant? Peut-être ce jour où tu as cru que ton couple était terminé, ou cette présentation professionnelle qui s'est mal passée et t'a fait te sentir comme un échec absolu, ou encore cette critique en public qui t'a laissé sans voix pendant plusieurs jours. Sur le moment, le sang bouillonne, la poitrine se serre, le monde semble s'écrouler. Mais plus tard, avec le temps et de la distance, tu regardes en arrière et tu réalises « ce n'était qu'un chapitre, pas tout le livre ». La vision stoïcienne de l'ensemble ne nie pas la douleur. Elle réorganise la lentille à travers laquelle tu l'aperçois. Et cette lentille, cette capacité à prendre de la hauteur, à s'élever au-dessus de son propre ego, est l'une des plus puissantes armes contre l'anxiété, la peur et le désespoir. En 2017, une étude publiée dans Psychological Science a montré que les personnes qui adoptent une perspective plus large sur les événements de la vie présentent des niveaux d'anxiété plus faibles et une meilleure capacité à résoudre les conflits. Autrement dit, plus tu vois l'ensemble, moins tu souffres des détails. Mais cela demande de l'entraînement. Car notre cerveau fonctionne à l'inverse. Notre cerveau s'est forgé à travers la survie. Il se concentre sur l'immédiat, l'urgent, ce qui est juste devant nous. C'est un héritage ancestral. Si tu étais dans la savane et que tu entendais une branche craquer derrière toi, il ne servait à rien de réfléchir à la beauté du cycle de la vie.
Il fallait courir. Mais aujourd'hui, le craquement n'est plus un prédateur. C'est un mail, un commentaire, une notification. Et ton cerveau, encore programmé pour la survie, réagit comme si c'était une menace mortelle. Tu ressens la colère comme si ta vie en dépendait. Tu paniques comme si c'était la fin. Tu souffres comme s'il n'y avait pas de lendemain. Et c'est là que le stoïcisme intervient, comme un logiciel mental mis à jour. Une philosophie qui t'entraîne à faire pause, à observer, à relativiser, à poser cette question. Quelle est la véritable ampleur de ce problème face au temps, à la vie, à l'univers? Cette question posée honnêtement désarme l'exagération. Elle réduit le drame sans nier le ressenti. Elle ne te rend pas froid, elle te rend lucide. Et aujourd'hui, la lucidité est un super pouvoir. Prenons un exemple réel. Imagine que tu perds ton emploi, ton salaire, ta stabilité, ta routine, tout disparaît. Tu ressens de la peur, de la honte, de la frustration. Tu commences à douter de toi. Et alors, naturellement, ton cerveau s'emballe et généralise. Rien ne marche. Je suis nul. Je vais finir seul, ruiné, oublié. Mais est-ce vraiment le cas ? Et si tu t'arrêtais, si tu respirais, si tu reculais et que tu te demandais « Quelle est la place de ce licenciement sur la ligne de ma vie ?» Combien de fois ai-je déjà vécu des moments qui semblaient être la fin, mais qui ont été un nouveau départ? Et si ce licenciement vu d'en haut n'était qu'un tremplin déguisé? C'est à ce moment-là que l'esprit retrouve son axe. Tu ne nies pas le choc, mais tu refuses d'en faire une apocalypse. C'est ça le souffle stoïcien, et cela ne s'applique pas qu'à tes problèmes. Cela change aussi ta manière de juger les autres. Combien de fois as-tu annulé quelqu'un intérieurement pour une erreur ponctuelle? Combien de fois as-tu méprisé une personne pour un seul comportement? Mais maintenant, demande-toi, aimerais-tu être jugé sur ton pire moment? Parce que c'est exactement ce que nous faisons. On oublie l'ensemble. On oublie que tous, absolument tous, sont contradictoires, inachevés, en chemin. Quand tu adoptes une vision panoramique, tu commences à voir les gens comme des parcours, pas comme des étiquettes. Et cela change tout. Ça change ta manière de te relier, de pardonner, de dialoguer, d'écouter. Voici un exercice simple et puissant. La prochaine fois que quelque chose te dérange, pose-toi cette question. Est-ce que cela comptera encore dans 5 ans? Dans l'écrasante majorité des cas, la réponse sera non. Et si cela n'aura plus d'importance dans 5 ans, est-ce que ça vaut ta paix maintenant? Cette question agit comme un bouton de redémarrage intérieur. Elle te rappelle que tu ne vois qu'un morceau et que, parfois, un pas en arrière révèle un tout nouveau chemin. Faisons un petit résumé jusqu'ici. Tu as compris que la souffrance grandit quand on regarde les faits à travers une loupe émotionnelle. La vision d'ensemble réduit l'intensité de la douleur sans l'effacer. Voir plus loin demande de l'entraînement, car notre cerveau est câblé pour le court terme. Les stoïciens pratiquaient cet exercice comme antidote à la réactivité. Et qu'en prenant de la hauteur, tu comprends mieux les autres et toi-même. Respire profondément. Parce que la question qui suit est peut-être la plus inconfortable de toutes. Combien de décisions as-tu prises ces derniers mois avec une vision étroite de la réalité? Combien de portes as-tu fermées par orgueil? Combien de projets abandonnés à cause de l'anxiété? Combien de relations fragilisées pour avoir réagi à chaud? Et si tu avais respiré? Si tu avais attendu? Si tu avais élargi le champ? Si tu avais vu l'ensemble? Aurais-tu pris une autre décision? Tu ne le sauras peut-être. Jamais. Mais tu peux éviter de répéter la même erreur. La prochaine fois que ton esprit te dira que quelque chose est urgent, impardonnable, insoutenable, demande-toi, est-ce vraiment le cas ou n'est-ce qu'une pièce retournée du puzzle? Parce que la différence entre la sagesse et le désespoir tient souvent à la taille du regard. La vue d'en haut révèle que le temps est plus patient que l'émotion, que les cycles sont plus longs que les crises, que la vie ne se résume ni au moment qui te blesse le plus, ni à celui qui t'exalte le plus. Marc Aurèle, face aux guerres, aux trahisons, aux pestes et aux pertes, regardait le ciel, littéralement.
Il écrivait sur l'immensité des étoiles, sur le temps qui engloutit les empires, sur la petitesse des conflits face au cosmos. Il disait que tout passe, que même César et Alexandre, avec toute leur gloire, furent oubliés, et que le seul véritable pouvoir est de bien vivre, tant qu'on le peut. Et bien vivre, pour lui, c'était voir l'ensemble, agir avec vertu, penser avec clarté, ressentir avec mesure. Tu vois maintenant pourquoi cette vision panoramique n'est pas qu'un exercice intellectuel, c'est une libération. Quand tu vois l'ensemble, la peur ne te gouverne plus, la colère perd son pouvoir, la culpabilité s'apaise et le sens se rapproche, parce que tout commence à s'assembler, comme dans un puzzle. Les pièces isolées qui semblaient absurdes deviennent partie d'un tout plus vaste. L'erreur devient apprentissage, le deuil devient maturation, l'échec devient fondation. Et ton histoire, la tienne, commence à prendre forme. Arrête-toi un instant, respire. Et maintenant, réfléchis. Quelle a été la dernière fois où tu as réagi sans réfléchir? La dernière fois où tu as répondu sous l'impulsion, parlé trop vite, crié alors que tu aurais pu te taire, quitté alors que tu aurais dû rester, ou rester alors que tu savais déjà que c'était fini? Si tu es honnête, tu vas remarquer quelque chose de troublant. La plupart de nos regrets ne naissent pas de ce qui nous est arrivé, mais de ce que nous avons fait avec ce qui nous est arrivé. C'est précisément sur cet espace invisible, presque imperceptible, que Marc Aurèle et tous les stoïciens nous invitent à porter notre attention. Le moment entre le stimulus et la réponse. L'intervalle entre ce qui nous frappe et ce que nous choisissons d'en faire. Et voici le point de bascule, le crochet qui peut transformer ta façon d'exister. Celui qui domine cet espace domine sa propre vie. La majorité des gens vivent en mode automatique. On reçoit une critique, on se défend. On ressent une gêne, on cherche un plaisir immédiat. On est frustré par l'autre, on accuse, on s'éloigne, on se ferme. C'est comme si nous étions conditionnés à réagir avant même de comprendre ce que nous ressentons vraiment. Et lorsque nous réagissons en mode pilote automatique, nous renonçons à notre plus grand pouvoir, le choix conscient. Marc Aurèle écrivait « Devant chaque forte impression, habitue-toi à dire « Tu n'es qu'une impression, pas la réalité ». Et cette phrase semble subtile, presque trop philosophique, mais en réalité, elle est brutale, car elle révèle un secret que le monde moderne essaie d'enterrer. Toute émotion n'est pas une vérité. Tout sentiment ne mérite pas d'être obéi, et toute réaction n'est pas juste, même si elle est compréhensible. Voici le premier micro-conflit. Est-ce que tu fais confiance à tout ce que tu ressens? Est-ce que tu crois que parce que tu es en colère, tu as forcément raison? Que si ça fait mal, alors c'est injuste? Que si tu te sens ignoré, c'est que tu n'as pas de valeur? Le stoïcisme t'invite à une confrontation directe avec ces certitudes émotionnelles. Il ne te dit pas de douter du monde, mais de douter de tes interprétations du monde. Imagine ceci, tu reçois un message froid, sans emoji, sans contexte, sans affection. Ton cerveau conditionné interprète « Il est agacé contre moi, il me rejette, quelque chose ne va pas ». Et alors, guidé par cette impression, tu réponds avec froideur, ou tu reproches, ou tu t'éloignes. Quelques jours plus tard, tu découvres que cette personne était juste épuisée, ou en pleine réunion, ou triste pour une autre raison, qui n'avait rien à voir avec toi. Et tout ce que tu as construit sur cette réaction précipitée était inutile, et surtout évitable. Ce genre de situation se produit tous les jours, et pourtant nous répétons le même schéma. Pourquoi? Parce que personne ne nous a appris à douter de notre première émotion, parce qu'on nous a appris que ressentir, c'est comprendre, que si je me sens offensé, c'est que quelqu'un m'a offensé, que si je me sens en insécurité, c'est que je ne suis pas assez bon, que si je suis en colère, c'est que l'autre est fautif. Mais ce n'est pas si simple. L'émotion est seulement l'alarme, et c'est la raison, entraînée, consciente, mûre, qui doit décider quoi faire de cette alarme, l'éteindre, l'ignorer, l'interroger, la reprogrammer. Et cela nous amène à une idée fascinante.
Maîtriser cet espace entre ce que l'on ressent et la façon dont on réagit, c'est une forme de liberté. Pas la liberté de faire ce qu'on veut, mais la liberté de ne pas être esclave de ce que l'on ressent. Cela paraît contradictoire, je sais. Nous vivons dans une époque qui glorifie l'expression émotionnelle. Exprime ce que tu ressens. Dis ce que tu penses. Ne ravale rien. Mais cette culture du ne ravale rien ne serait-elle pas en train de nous rendre émotionnellement obèses? Incapables de digérer un inconfort, d'absorber un non, de supporter le silence, de choisir la retenue. Tu t'es déjà demandé cela? Parce que parfois, le plus fort, ce n'est pas celui qui explose. C'est celui qui retient l'explosion et la transforme en quelque chose d'utile. Marc Aurèle était entouré de flatteurs, d'opposants dissimulés, de traîtres. Il était empereur. Un simple signe de la main et une tête pouvait tomber. Et pourtant, il écrivait pour lui-même, comme un mantra, « Ne laisse pas ton âme devenir une tyran envers elle-même ». Il savait que le pouvoir extérieur est inutile si le pouvoir intérieur est corrompu. Et ce pouvoir intérieur se construit à travers des choix simples mais difficiles. Respirer avant de répondre, remettre en question son indignation, suspendre la réaction impulsive, chercher le sens caché dans la douleur, remplacer le cri par l'écoute. Tu trouves cela insignifiant? Alors sache ceci, chaque guerre commence par l'absence de cette pause. Chaque crise personnelle, chaque rupture évitable, chaque traumatisme inutile commence par l'incapacité à attendre avant de réagir. Mais toi, tu peux briser ce cycle. Tu peux commencer aujourd'hui. Comment? Avec de micro-exercices de conscience. La prochaine fois que quelque chose t'irrite, pense mentalement. Ce n'est qu'une impression. Regardons de nouveau. Et regarde, sincèrement, avec moins d'ego, avec plus de curiosité. Essaie de voir la situation sous 3 angles différents. Pose-toi les questions. Est-ce un fait ou une interprétation? Suis-je en train de réagir à ce qui s'est passé ou à ce que je crois s'être passé? Y a-t-il une manière de répondre sans aggraver la situation? Ces questions n'effaceront pas l'émotion, mais elles te rendront le contrôle. Et quand tu prends le contrôle, quelque chose d'étonnant se produit. Ton esprit cesse d'être un champ de bataille et devient un terrain d'entraînement. Un entraînement à la lucidité, un entraînement au discernement, un entraînement à la vertu. Car au fond, tout ce que nous construisons ici, les vertus, la perception entraînée, la distinction entre ce que nous contrôlons ou non, la vision panoramique, nous ramène à un seul point central, le choix. Le choix de comment penser, comment répondre, comment vivre. Et si tout cela te semble encore trop abstrait, voici un fait scientifique curieux. Des études en neurosciences montrent que le cerveau humain met environ 0,2 de seconde pour générer une réaction émotionnelle. Mais il lui faut plus de 0,5 de seconde pour que le cortex préfrontal, la zone du raisonnement, s'active. Autrement dit, tu ressens avant de penser. Mais avec de l'entraînement, il est possible d'élargir cet intervalle, d'augmenter le temps entre l'étincelle de l'émotion et l'explosion de la réaction. Et plus ce temps est long, plus tu as de chances de faire des choix dont tu ne regretteras pas les conséquences. Et voici ton souffle narratif. Tu es arrivé jusqu'ici. Tu as appris à affiner ta perception, à apprivoiser tes émotions, à distinguer ce que tu peux et ne peux pas contrôler, à vivre avec vertu, à voir le tout. Maintenant, il est temps d'appliquer tout cela dans le moment le plus décisif de la vie réelle, l'instant où quelque chose te blesse. C'est dans cet instant, et seulement dans celui-là, que tout se révèle. Parce qu'il est facile de paraître sage en théorie, mais choisir le silence quand l'orgueil hurle, garder son intégrité quand la vanité brûle, pardonner quand on a l'occasion de punir, ne pas riposter, même quand on a toutes les raisons, c'est là que réside la grandeur. Pas dans l'absence de sentiments, mais dans la capacité de ressentir sans être dominé. Et cela, tu peux le construire. Et tu dois le construire. Parce que la vie, avec toute son intensité, ne va pas attendre que tu sois émotionnellement prêt. Elle va continuer à tester, provoquer, frustrer, défier. Et la seule question qui importe vraiment est, quand cela arrivera, qui sera aux commandes, toi ou ton émotion?
Et si tout s'arrêtait demain? Pas sur un ton apocalyptique, mais sur un ton réel. Parce que parfois, la vie ne prévient pas, elle change, simplement. Tu marches, tu planifies, tu essaies de tout contrôler. Et soudain, le licenciement, l'abandon, le silence qui blesse. Le médecin qui dit « nous devons parler ». Le coup dur venu de l'endroit que tu soupçonnais le moins. Et à cet instant, tout ce qui semblait solide devient poussière. Ton plan, ton discours, ton orgueil, ton masque. Il ne reste que 2 questions. Te connais-tu suffisamment pour continuer? Et as-tu construit quelque chose en toi qui puisse encaisser le choc? Car voici une vérité que le stoïcisme n'a jamais cherché à cacher. La vie va te frapper. Tu peux t'entraîner, tu peux étudier, tu peux te préparer, mais rien de tout cela n'empêchera la douleur. Le rôle de la philosophie n'est pas de te blinder, c'est de te fortifier. Marc Aurèle gouvernait un empire constamment attaqué, de l'extérieur comme de l'intérieur. Il faisait face à des guerres, des épidémies, des trahisons, et pourtant, il écrivait. Il écrivait pour lui-même, sur le calme, sur l'honneur, sur le fait d'être un être humain bon, pas par vanité, mais pour survivre émotionnellement, parce qu'il savait. Un monde hors de contrôle ne peut pas voler la dignité de celui qui est guidé par des principes. Et c'est là que tous les points de cette aventure se rejoignent. Les 7 parties que tu as parcourues ne sont pas de simples idées isolées. Ce sont des outils, des couches d'une structure intérieure que tu peux et dois bâtir. Récapitulons brièvement. Tu as appris à entraîner ta perception, à remettre en question tes jugements, à ne plus voir le monde comme un simple reflet de ton humeur. Tu as appris à traiter les émotions comme une énergie à rediriger et non comme des ordres à suivre. Tu as appris qu'il existe des choses que tu contrôles et d'autres que tu ne contrôleras jamais, et que ta paix dépend de cette distinction claire. Tu as découvert les 4 vertus stoïciennes, la sagesse, la justice, le courage et la tempérance, non comme des concepts, mais comme des postures face à la vie. Tu as appris à voir l'ensemble, à sortir de ta bulle et à comprendre que ce qui te semble tout aujourd'hui ne sera peut-être qu'une virgule demain. Tu as compris qu'il existe un espace entre l'impulsion et la réponse, et que celui qui maîtrise cet espace se maîtrise lui-même. Et maintenant, te voilà ici, à la fin. Mais cette fin est en réalité un commencement, car désormais, tu sais ce que Marc Aurèle a toujours su, ce que personne ne t'a peut-être jamais dit aussi clairement. La seule stabilité réelle, c'est la stabilité intérieure. Tout ce qui est extérieur peut être retiré. Ta réputation, ta routine, ton statut, même tes liens les plus profonds. Mais si tu possèdes une base solide en toi, tu peux souffrir sans te détruire. Tu peux tomber sans te réduire en cendres. Tu peux être blessé et pourtant refuser de devenir quelqu'un que tu n'es pas. Et c'est pour cela que cette philosophie si ancienne est toujours vivante aujourd'hui. Parce qu'elle ne dépend pas du temps. Elle est fondamentalement humaine. Et voici une vérité un peu plus dure. Tu peux savoir tout cela et ne pas l'appliquer. Tu peux avoir regardé toutes les vidéos, tu peux partager, commenter, réfléchir, mais si tu ne t'arrêtes pas maintenant pour te demander qui tu es face à la vie, et non simplement ce qui t'arrive, alors tout cela ne sera qu'une belle distraction. Alors je te pose cette question avec sérieux. Quand quelque chose te fait perdre ton équilibre, que fais-tu? Tu blâmes les autres ou tu prends la responsabilité de ta conduite? Tu te justifies ou tu te corriges? Tu exploses ou tu respires? Tu fuis ou tu affrontes? As-tu déjà pensé que la plus grande liberté, c'est peut-être ne pas dépendre des circonstances pour rester en paix? As-tu déjà imaginé vivre avec fermeté, non pas parce que tout va bien, mais parce que toi, tu es entier? C'est cela la proposition stoïcienne, simple mais exigeante, claire mais courageuse, car elle te demande la seule chose que personne ne peut te donner, le choix. Le choix de vivre avec attention, de refuser la victimisation, de regarder la douleur avec lucidité, de ne pas externaliser ta sérénité, de tenir ta parole, même quand personne ne regarde.
D'être quelqu'un qui, lorsque le monde perd la tête, continue d'avancer, non parce qu'il est immunisé contre le chaos, mais parce qu'il a appris à danser avec lui. Alors maintenant, prends une grande inspiration, car cette série t'a conduit jusqu'ici. Mais ce que tu vas en faire dépend uniquement de toi. Si cette série t'a touché, t'a appris, t'a remué, aime cette vidéo dès maintenant. Pas seulement parce que cela soutient la chaîne, mais parce que c'est une manière symbolique de dire « Je choisis ce chemin ». Abonne-toi, active les notifications et surtout, commente. Commente avec sincérité. Dis ce qui a changé, ce qui t'a fait mal, ce qui a été un déclic, ce qui doit encore mûrir. Cet espace n'est pas fait pour des abonnés. Il est fait pour ceux qui choisissent de vivre consciemment. Et si tu es encore là, jusqu'à maintenant, alors tu es déjà l'un de ces rares. Dans le prochain contenu, nous quitterons la théorie pour entrer dans des terrains encore plus complexes. Comment appliquer tout cela dans tes relations, au travail, dans les décisions difficiles? Comment rester stoïque lorsque ce qui est en jeu, c'est ton cœur, ta subsistance ou tes rêves? Car vivre avec lucidité seul, dans le silence, c'est une chose. Mais vivre avec lucidité au contact du monde réel, c'est là que commence le véritable test. Merci, vraiment, d'avoir été là. D'avoir marché jusqu'au bout. D'avoir choisi la profondeur dans un monde de superficialité. Et souviens-toi, le chaos existera toujours. Mais maintenant, toi aussi, solide, présent, entier. À très bientôt.